Mesdames, Messieurs, vous êtes sans doute ici aujourd'hui parce que vous êtes préoccupés par ce qu'on appelle la crise de la biodiversité, dont, par exemple, le rapport mondial de la Plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques a alerté les citoyens et les décideurs sur la gravité, l'ampleur, aujourd'hui et dans le futur. La partie la plus médiatisée de cette crise de la biodiversité concerne les extinctions d'espèces, dont on observe une accélération considérable depuis le début de l'ère industrielle. À titre d'exemple, concernant les espèces végétales, on comptabilise une moyenne de 2,3 espèces par an qui s'éteignent, soit 0,6% de la flore mondiale, déjà éteinte. Ce chiffre est relativement modeste en comparaison, par exemple, des mollusques, pour 7% d'extinction, ou des oiseaux, 5%, mais représente cependant 500 fois le taux d'extinction de référence pour la période géologique. Mais quand on parle de crise de la biodiversité, il ne s'agit vraiment pas que des extinctions, qui sont vraiment la pointe de l'iceberg. Plus préoccupante encore est la décroissance de l'abondance d'un grand nombre d'espèces à l'échelle mondiale, comme dans quasiment tous les continents. Vous avez sans doute entendu parler des diminutions très, très alarmantes de populations d'insectes en termes de nombre d'individus et aussi de biomasse, par exemple avec quelques études qui sont sorties récemment annonçant une perte de 75% de la biomasse des insectes dans les aires protégées en Allemagne dans les 30 dernières années, ou la perte de 55% des insectes pollinisateurs en Grande-Bretagne depuis 1980. Proche de chez nous aussi, dans les villes et surtout dans les espaces ruraux, l'abondance des oiseaux décroît de façon dramatique, avec un déclin de 25% en 40 ans, attribué en grande partie à l'intensification de la production agricole, transformation des espaces, utilisation de pesticides. En même temps que certaines espèces deviennent moins abondantes, voire disparaissent, d'autres espèces apparaissent dans nos régions, des espèces exotiques envahissantes. Et le rapport de l'IPBES en 2023 comptabilisait 37 000 espèces exotiques établies, introduites par les activités humaines à l'échelle mondiale, soit 200 nouvelles espèces exotiques par an au rythme actuel, ce qui comprend 3 500 espèces exotiques qui sont invasives, donc qui ne sont pas seulement présentes, mais qui ont un comportement invasif. Enfin, un autre type de modification de la biodiversité, il s'agit de déplacement de l'aire des espèces. On parle beaucoup notamment des déplacements vers le nord ou en altitude en réponse au changement climatique, illustrés ici concernant la flore des hauts sommets à travers les différentes chaînes de montagnes d'Europe, avec non seulement des espèces gagnantes qui vont pouvoir gagner des territoires plus frais, plus hauts, plus au nord, mais aussi des espèces perdantes. On peut donc dire que la vie sur Terre se dégrade rapidement sous l'effet des activités humaines, malgré les efforts de conservation de la nature, même si ceux-ci ont fait leurs preuves en termes de restauration ou de conservation de population. Donc revenons sur les principales causes de modification de la biodiversité. Le rapport mondial de l'IPBES en 2019 a mis en évidence ce qu'on appelle les causes proximales de la dégradation de la nature, qui concernent les changements d'usage des sols, l'exploitation des espèces, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Il s'agit d'interventions directes sur l'écosystème qui vont avoir des impacts sur les populations d'espèces et des interventions indirectes comme la modification du climat, la modification des pollutions ou encore les espèces exotiques envahissantes. Les causes ultimes de ces forçages de la biodiversité sont communes avec la crise climatique et concernent le modèle de développement, le modèle économique, le modèle de transport, d'échange dans lequel nous sommes à l'échelle planétaire aujourd'hui. La cause première de dégradation de la biodiversité à l'échelle globale concerne les usages des sols et des mers, qu'il s'agisse de destruction d'écosystèmes, de transformation, de fragmentation et d'exploitation.
Les derniers rapports montrent que ces dégradations des écosystèmes et ces prélèvements d'espèces par les usages des sols, et des mers, comptent pour 80% de la dégradation de la biodiversité. On peut attribuer la dégradation de la biodiversité à peu près à 45% aux usages des sols, en termes de dégradation de la qualité des habitats et aussi de perte d'habitat. Aujourd'hui, 75% des terres sont déjà transformées. On s'attend à ce que ceci atteigne 90% en 2050. Il ne reste plus que 3% d'océans à l'état sauvage et plus de 85% des zones humides ont été transformées à l'échelle mondiale. L'exploitation directe, il s'agit de la chasse, la pêche, la récolte de bois, le commerce d'espèces sauvages et aussi les usages locaux. Le climat, quant à lui, est la troisième cause actuelle de déclin de la biodiversité, avec l'augmentation récente et exponentielle des températures et toutes les autres modifications du climat en termes de régime de perturbation et d'événements extrêmes. Le climat agit directement sur les écosystèmes, avec les effets les plus aigus déjà observés en termes de transformation d'écosystèmes, aridification, savanification, fonte des glaces au pôle et en montagne, ou transformation des récifs coralliens. Le climat a des effets directs sur les espèces qui déplacent leurs aires vers le haut ou vers le nord. Je l'illustre ici avec une étude récente parue présentant une synthèse à l'échelle de l'arc alpin en Europe, à partir de rééchantillonnage de sites où on avait déjà, par exemple, des relevés botaniques ou des relevés de faune, et aussi des observations directes sur le terrain de limites de distribution des espèces. Cette synthèse montre une remontée de l'ordre de 60 mètres par décennie sur l'ensemble des espèces, mais comme vous le voyez sur cette figure, une grande hétérogénéité entre des espèces qui se déplacent beaucoup, généralement les insectes ou des espèces à sang froid ou des espèces mobiles comme certaines espèces d'oiseaux, et d'autres espèces qui vont se déplacer beaucoup plus lentement, notamment les plantes. Vous aurez sans doute observé autour de vous que le calendrier de la nature se modifie aussi sous l'effet du réchauffement climatique, avec en particulier un avancement de beaucoup des événements saisonniers. Pensez à l'éclosion des bourgeons, les floraisons, ou par exemple la nidification des oiseaux. À nouveau ici, les effets sont marqués mais très hétérogènes entre groupes d'espèces et peuvent aller de décalage de plus de 10 jours, donc plus précoce pour à nouveau les espèces les plus réactives à sang froid, certains insectes, certaines espèces d'oiseaux, ou des réponses plus lentes ou inexistantes pour d'autres espèces. Ces modifications du calendrier biologique ont des conséquences importantes en termes non seulement de dynamique des populations, mais aussi d'exposition à la variabilité du climat, par exemple les plantes sauvages et cultivées, et aussi les animaux, par exemple les oiseaux qui nidifient, à des épisodes de gel tardif. A contrario, des dates d'éclosion ou de maturité des ravageurs des cultures et des forêts qui sont avancées, et aussi des décalages de dates entre plantes et pollinisateurs. Le climat a aussi des effets indirects à travers ses interactions avec les usages des sols, je rappelle, première cause de dégradation de la biodiversité, en fragilisant des populations d'espèces qui sont déjà menacées par les usages des sols ou l'exploitation directe, ou en fragmentant les paysages, ce qui va réduire les capacités des espèces à se disperser au sein d'un paysage et aussi pour migrer en réponse au changement climatique. Enfin, les espèces exotiques invasives sont la cinquième cause actuelle de déclin de la biodiversité, avec, comme je le disais à l'instant, plus de 37 000 espèces exotiques à l'échelle mondiale, et une augmentation actuelle de plus de 200 par an, ce qui est le plus rapide jamais observé. Les principales causes étant le transport, l'introduction, l'établissement et la dissémination des espèces par les activités humaines, que ce soit intentionnelles ou non intentionnelles. Et l'on voit déjà et on attend une amplification par le changement climatique. Enfin, le climat va continuer d'avoir des effets synergiques avec les espèces invasives exotiques, en particulier via les régimes de perturbation. Je l'illustre ici
avec le cas de graminées invasives en Australie, dont la biomasse dans des écosystèmes arides constitue un tissu connecté pour la propagation des incendies et a ainsi déjà fortement modifié les régimes d'incendie dans tout l'intérieur du continent. Alors pourquoi se préoccuper de la crise de la biodiversité? Pour bon nombre de raisons, mais aussi parce que ça va affecter la nature et aussi les humains. Le rapport de l'IPBES recensait les impacts de la dégradation de la biodiversité pour les objectifs de développement durable, montrant une tendance négative pour 35 des 44 sous-objectifs de développement durable, ce qui est considérable, et en tout cas très peu d'effets positifs. Dès le début des années 1990, des chercheurs ont donc commencé à poser la question qui fait mal. Que font les espèces dans les écosystèmes? Pourquoi se préoccuper d'un point de vue humain de cette dégradation de la biodiversité? Dirigé par le scientifique britannique John Lawton, un groupe de chercheurs a commencé à mettre en place des recherches dont nous avons aujourd'hui l'héritage et que je vais tenter de synthétiser dans ce cours. Leur objectif était bien entendu de démontrer ce que la perte d'espèces, la perte de diversité en général, pouvait modifier dans le fonctionnement des écosystèmes, mais surtout d'en comprendre les mécanismes. Ils pensaient déjà à 3 types de mécanismes: des fonctions de réponse, linéaires ou non, par exemple de fonctions d'un écosystème, le recyclage du carbone, la production de biomasse, la rétention des nutriments pour ne pas aller polluer l'eau, en fonction du nombre d'espèces, que ces fonctions existent ou non, et de différents types de mécanismes, par exemple la complémentarité entre espèces. Depuis cette époque, il y a une activité de recherche très florissante qui cherche à lier la biodiversité au fonctionnement des écosystèmes en interaction avec les modifications de l'environnement. Aujourd'hui, je partagerai avec vous quelques éléments concernant les méthodologies qui nous permettent de comprendre ces effets, leurs mécanismes, pour ensuite illustrer ces mécanismes et les chiffres qu'on peut avoir aujourd'hui concernant les processus du cycle du carbone et des nutriments. Je parlerai ensuite d'effets sur les interactions biotiques et sur la stabilité des écosystèmes, ainsi que sur la capacité des écosystèmes à fournir simultanément de multiples fonctions, la multifonctionnalité. Alors, bien entendu, la première chose qu'on peut faire, c'est aller observer les effets de la biodiversité et sur toutes ces modifications dans la nature, y compris au travers de suivis à long terme. Ces observations, par des scientifiques et aussi par des réseaux d'observateurs des espaces protégés et de citoyens, offrent des données précieuses, mais présentent l'inconvénient majeur de ne pas toujours pouvoir isoler les effets de la biodiversité elle-même, puisque tant de choses changent en même temps. Pour cela, les chercheurs ont proposé un certain nombre d'approches expérimentales pour pouvoir contrôler les différents facteurs qui vont faire changer la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, afin d'aller des études de suivi peu contrôlées, mais avec des conditions qui sont réelles, qui comportent toute la complexité du fonctionnement d'un écosystème, jusqu'à des méthodes d'assemblage artificiel d'espèces où tout est contrôlé par l'expérimentateur. En particulier, et c'est John Lawton lui-même qui avait développé le premier cas, on a pu mettre les écosystèmes sous observation dans ce que l'on appelle les écotrons. Donc, ce sont des chambres de taille variable où l'on peut, par exemple, mettre en place des communautés avec des nombres variables d'espèces, avec des types d'espèces différents, et faire changer les conditions environnementales. Les écotrons ont été déployés pour de nombreux types d'écosystèmes, des assemblages de plantes, bien sûr, avec des sols entiers parfois, des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes marins et aussi des micro-organismes. Les expérimentations qui ont sans doute été les plus nombreuses ont consisté à trouver
un mi-chemin entre des conditions naturelles et des conditions contrôlées, en manipulant la biodiversité en conditions naturelles par des assemblages expérimentaux d'espèces. L'objectif de ces expérimentations a été de créer des communautés dont on contrôle le nombre d'espèces, mais aussi le nombre de types d'espèces, les groupes fonctionnels, avec des tirages aléatoires qui permettent de contrôler en fait, les effets des espèces individuelles. Donc, ces types de dispositifs ont été déployés dans un certain nombre de sites à travers le monde, dont quelques expériences célèbres et qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. La première à Cedar Creek, au Minnesota, aux États-Unis, initiée en 1994-95. Une très grande expérimentation à Jena, en Allemagne, qui fonctionne depuis 2002. Ces deux expérimentations concernaient des plantes prairiales, mais bientôt, les chercheurs ont aussi mis en place des expérimentations avec des arbres. Donc vous imaginez que ceci est largement plus compliqué, mais ça a pu être fait, dont la première à Cedar Creek en 2013. Donc ainsi, on peut disposer de communautés d'espèces végétales ou non d'ailleurs, mais là je présente le cas des espèces végétales, avec des nombres que l'on connaît, des compositions que l'on connaît, et un dispositif aléatoire permettant une analyse statistique pour identifier les effets. J'attire aussi votre attention sur le carré en bas à gauche, avec une espèce d'un seul groupe par écosystème, qui va constituer ce qu'on appelle les monocultures de référence, à laquelle on comparera toujours des communautés plus diversifiées. D'autres expérimentations en milieu naturel ont cherché à parcourir le chemin inverse en éliminant des espèces. Donc on peut, par exemple, dans des communautés végétales relativement simples, comme c'est cette communauté de toundra arctique ici, enlever un à un des groupes d'espèces, par exemple les mousses ou les petits buissons éricacés ici, et aussi contrôler pour l'effet de perturbation créé par la suppression de la biomasse de certaines espèces. Ces expérimentations sont néanmoins beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et ont été relativement peu suivies. Donc, que nous enseignent généralement ces expérimentations ? Beaucoup des résultats concernent les effets du nombre d'espèces sur la production annuelle de biomasse, montrant, comme ici dans une des premières synthèses, un effet linéaire du nombre d'espèces, enfin un effet log linéaire du nombre d'espèces sur la production annuelle de biomasse. La production de biomasse est sans aucun doute, dans les écosystèmes végétaux, la fonction la plus facile à mesurer dans un écosystème. D'autres expérimentations plus complexes, plus longues, et avec, vous l'imaginez, des moyens considérables, ont permis de mesurer les effets de la richesse spécifique végétale, donc cette manipulation dans les communautés assemblées, sur de multiples composantes de l'écosystème, concernant les cycles biogéochimiques, la production de biomasse, les fuites d'azote dans l'eau, la séquestration du carbone, la réponse à la sécheresse, par exemple, sur différents groupes d'organismes, les herbivores, les organismes du sol, pour mettre en évidence ces fameuses courbes de réponse au nombre d'espèces végétales. Vous en avez quelques-unes illustrées ici, issues de l'expérimentation à Jena en Allemagne. Et vous remarquerez immédiatement la forme de ces courbes qui est commune, qui est log linéaire, et qui montre d'ores et déjà qu'on a des fonctions qui vont, sinon atteindre une asymptote, mais au moins dont la pente va se réduire avec l'augmentation du nombre d'espèces végétales, et un gain maximum des fonctions pour des nombres d'espèces relativement faibles, souvent de l'ordre de moins de 10 espèces. Donc, au-delà de documenter ces formes de courbes, d'essayer de les paramétrer, ce qui va vraiment être intéressant, ça va être d'essayer d'en comprendre les mécanismes pour tester différents types d'hypothèses sur différents types de trajectoires de réponse du fonctionnement de l'écosystème à la biodiversité. Donc, ce qui a beaucoup intéressé les chercheurs comme moi-même en écologie fonctionnelle, c'est de comprendre les mécanismes des effets de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes, sachant bien entendu que le fonctionnement d'écosystèmes est en tout premier affecté par les facteurs de l'environnement. Pensez par exemple à la température qui augmente la vitesse de tous les processus dans une certaine mesure, ou l'humidité d'un sol.
mais en particulier des effets dits indirects via les modifications de la biodiversité, pas uniquement le nombre d'espèces, mais ses multiples composantes, par exemple l'abondance des différentes espèces, qui est là, qui n'est pas là, la composition, mais aussi les réseaux trophiques. L'écologue britannique Philip Grime a mis en évidence, dès la fin des années 1990, qu'il ne s'agissait, pour commencer, pas de compter les espèces, mais aussi de savoir qui était là en masse. Ainsi, il a proposé que le mécanisme primaire d'influence de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes était un effet de masse, et donc de l'effet des espèces les plus abondantes, ce qu'on appelle les dominantes, voire les sous-dominantes, dans un écosystème, alors que les espèces moins abondantes, dites subordonnées, ne joueraient qu'un rôle secondaire dans le fonctionnement des écosystèmes. Le mécanisme qui a ensuite retenu l'attention des chercheurs est le mécanisme d'identité des espèces, ce qu'on appelle aussi effet d'échantillonnage, puisque je vous l'ai montré, on utilise par exemple des communautés qui sont assemblées par tirage aléatoire, ou effet de sélection et d'idiosyncrasie. Le plus connu d'entre eux, et très utilisé déjà en agriculture, est celui de la présence de légumineuses qui, par leur symbiose racinaire, sont capables de fixer l'azote de l'atmosphère et ainsi d'augmenter la production de biomasse, mais aussi la séquestration du carbone dans le sol, de modifier les communautés bactériennes et aussi avec des effets collatéraux d'augmentation de fuite d'azote dans l'eau du sol si cet azote n'est pas mobilisé pour la croissance de la végétation. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas le nombre d'espèces qui va influencer ces différentes fonctions. En fait, c'est la présence de légumineuses ou non. Et donc, on n'aura pas de relation, ni linéaire ni autre, entre la fonction et le nombre d'espèces. Un autre cas d'effet d'identité des espèces particulier concerne ce qu'on appelle les espèces ingénieurs, qui, par leur seule présence et leur activité, modifient la structure physique, chimique et biotique de l'environnement. Vous serez sans doute familier des organismes qui construisent des structures, comme les termites, les effets des vers de terre dans les sols, les castors, ou aussi les coraux dans les récifs, donc qui déterminent la structure entière de ces écosystèmes. Dans certains cas, les espèces ne vont pas toutes être importantes individuellement, en tout cas à l'observation, puisqu'on va observer ce qu'on appelle une certaine redondance, où si l'on supprime un certain nombre d'espèces, ici dans une chaîne trophique dans des zones humides, la fonction va être conservée. Cet effet a été ce mécanisme a été initialement appelé effet de Rivet, faisant la comparaison avec une aile d'avion. Donc c'est la métaphore qu'avaient utilisée les auteurs à l'époque, où tous les rivets ne sont pas indispensables à la structure et à la fonctionnalité de cette aile d'avion. Heureusement, si on en perd, l'aile va pouvoir encore fonctionner. Mais on ne sait pas à partir de quel moment on va perdre la fonction. Donc très concrètement ici, concernant ce réseau microbien qui concerne les fonctions de méthanisation dans les zones humides, donc en processus anaérobie, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que pour chaque étape de cette chaîne de métabolisation, on a un certain nombre d'espèces bactériennes qui vont jouer le même rôle et donc qui vont être dites redondantes. Ce type de mécanisme est particulièrement important pour la stabilité des fonctions de l'écosystème face aux variations et aux perturbations de l'environnement. Enfin, le mécanisme qui a sans aucun doute retenu le plus d'attention et les plus gros efforts de quantification est le mécanisme de complémentarité entre espèces. Ici, Michel Leroux a, au début des années 2000, permis de formaliser, à partir d'une approche analytique, mathématique, ce qu'on appelle le surrendement des espèces en mélange. Autrement dit, le fait que quand on mélange des espèces, on peut avoir un rendement qui est supérieur à ce qui serait attendu
par la moyenne des espèces prises seules, ce que l'on appelle les monocultures. Donc on va pouvoir, sur des observations, soit au champ en conditions naturelles, mais surtout en conditions expérimentales, comparer le rendement du mélange, tout à droite, au rendement des deux monocultures, donc les espèces cultivées seules, avec, dans le cas d'un surrendement, une production ici de biomasse, illustrée sur ce petit dessin ici, qui est plus grande pour les deux espèces lorsqu'elles sont ensemble. Ce surrendement, il est le fait de deux effets conjugués, donc l'effet d'identité, appelé ici aussi effet de sélection. Donc c'est le cas d'espèces qui vont dominer les mélanges et en général sont des espèces à rendement élevé, et ce fameux effet de complémentarité. Alors cette complémentarité, elle peut avoir un certain nombre de causes. Ça peut être des complémentarités entre espèces qui vont avoir des niches différentes, donc des espèces de groupes fonctionnels différents, illustrés ici dans le cas d'espèces détritivores qui consomment la litière végétale, la matière végétale morte, et où vous voyez sur le graphique de gauche que cette fonction de décomposition, elle ne répond pas du tout au nombre d'espèces. Si vous vouliez tracer une courbe, elle serait plate et non significative. Alors qu'on a un effet significatif de la dissimilitude entre espèces dans leur régime alimentaire. Donc c'est ce qu'on appelle de la complémentarité fonctionnelle. De manière générale, la complémentarité est permise quand des espèces sont assemblées qui ont des accès aux ressources différents, donc par leur morphologie aérienne, par exemple des espèces plus ou moins grandes qui peuvent atteindre la lumière ou non, d'autres qui vont pouvoir tolérer l'ombre, la morphologie racinaire pour accéder à l'eau et aux nutriments. Également, je l'ai déjà mentionné pour les légumineuses, les symbioses racinaires permettant d'accéder aux nutriments, mais aussi à l'eau via les mycorhizes. Et par exemple, des complémentarités dans les dates de fonctionnement, en particulier les dates de floraison pour la pollinisation. Certains de ces mécanismes de complémentarité constituent ce qu'on appelle une facilitation. Donc, je viens de mentionner les facilitations chez les plantes en milieu stressant, en particulier lorsque, par exemple, une plante plus grande va en ombrager une autre, permettant en fait de compenser, par exemple, un effet de sécheresse du sol. Les plantes fixatrices d'azote, très utilisées en culture intercalée en agriculture ou aussi en agroforesterie. Et un dernier mécanisme qui est moins souvent révélé, moins souvent étudié, qui concerne en fait le fait que des plantes en monoculture ont tendance à accueillir des populations de prédateurs ou de pathogènes qui sont relativement élevées du fait de la densité de leurs individus, alors que si elles sont mélangées donc à d'autres espèces, eh bien on va avoir une dilution de ces prédateurs et des pathogènes qui, pour eux, faire leur cycle de vie, pour pouvoir se reproduire et se disséminer, ont besoin d'une certaine masse critique, d'une certaine densité critique de leurs plantes hôtes. Je soulignerai ici aussi, sans le détailler, comme vous voyez à la complexité de ce graphique, que les complémentarités entre espèces de plantes peuvent passer par des mécanismes assez complexes d'interaction avec la faune du sol, y compris via les symbioses que j'ai mentionnées, mais aussi par les effets de pathogènes ou de prédateurs. Enfin, j'aimerais, même si je vais beaucoup parler aujourd'hui dans ce cours des effets positifs donc de différentes composantes de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes, qu'il y a aussi des régulations biotiques négatives qui vont faire que des plantes en mélange vont pouvoir avoir des rendements, des productions qui seront inférieures, ou des populations qui seront inférieures à ce qu'elles font en monoculture, du fait de processus négatifs comme la compétition, l'allélopathie, ou aussi donc le transfert de maladies et de prédateurs. À l'inverse, ces régulations biotiques peuvent néanmoins être utilisées, par exemple en agriculture,
pour réguler des populations d'adventices dans une culture. Enfin, même si du fait de l'effet de masse, ce sont les espèces dominantes qui ont le plus d'effet sur le fonctionnement de l'écosystème, les espèces dites rares, ou en tout cas très peu abondantes dans les écosystèmes, ont aussi des effets sur leur fonctionnement, en particulier quand elles ont des caractéristiques différentes des espèces dominantes, on va dire des traits fonctionnels qui soient plus rares. Et ceci a notamment été démontré par une étude sur les récifs coralliens, les forêts tropicales et les plantes alpines, montrant que les espèces rares y portaient des fonctions uniques et donc leur perte de constituer une vulnérabilité fonctionnelle pour l'écosystème. Je vais maintenant illustrer ces différents mécanismes en nous intéressant au recyclage du carbone et des nutriments donc entre les plantes et les sols et à différents processus qui composent donc ce recyclage. Les effets les mieux documentés concernent les effets de la biodiversité végétale sur la production de biomasse, synthétisés ici non seulement pour les plantes, mais aussi pour les animaux, donc par exemple des détritivores dans les sols. Et on retrouve ici donc, cette fonction logarithmique de réponse, cette fonction générale, qui s'avère être la forme générale de fonction qu'on peut en fait mathématiquement ajuster à des données d'observation sur des expérimentations avec des niveaux de richesse différents. Donc, cette synthèse ici a pu en quantifier donc, les coefficients, montrant que, par exemple, la réponse était la plus marquée pour les détritivores terrestres, donc il s'agit des décomposeurs de la litière donc en surface et dans les sols, et qu'elle était intermédiaire pour les plantes supérieures et les algues, montrant par exemple qu'une perte de 20% d'espèces correspondrait à une perte de 6% de biomasse. Et pour vous donner un petit peu une idée, ça correspondrait à rajouter 60 kg d'azote par hectare, donc ce qui est une fertilisation faible à modérée, dans une prairie, par exemple, sous nos latitudes tempérées. Vous remarquerez donc que le gain maximum par espèce ajoutée a lieu pour les valeurs faibles de richesse spécifique, de nombre d'espèces, et se situe sur cette courbe un petit peu en dessous de 10. Alors venons-en au mécanisme. Les approches développées par Michel Leroux et ses collaborateurs permettent de quantifier, en fait, pour une expérimentation donnée, pour des observations, et de séparer l'effet de complémentarité et l'effet de sélection. Une synthèse mondiale ici, parue l'année dernière, a permis de synthétiser l'ampleur de ces différents effets, montrant qu'en moyenne, la complémentarité est prédominante lorsque l'on mesure les effets d'un nombre d'espèces croissant sur la production de biomasse, donc 2/3 d'effets de complémentarité pour 1/3 d'effets de sélection. Néanmoins, ces effets varient selon le nombre d'espèces dans les mélanges, avec plus d'effets de sélection dans les mélanges les plus pauvres en espèces, et une complémentarité qui va être forte à la fois lorsqu'on a peu et beaucoup d'espèces. Venons-en maintenant à la décomposition de la litière. Donc la biomasse qui a été produite et sénescente tombe au sol, et la restitution de son carbone et ses nutriments au sol passe par la décomposition de la litière via tout un ensemble d'organismes qui vont la fragmenter, la digérer, la consommer et la transformer en molécules de composés carbonés et autres. Donc ici, les expérimentations n'ont plus concerné des assemblages d'espèces qu'on plantait ensemble, mais la mise, donc souvent sous forme de petits sacs qu'on dispose dans les écosystèmes, de litières mortes de différentes espèces. Donc on peut faire la même chose qu'avec les plantations d'espèces, en prendre des nombres variables, les mélanger en proportion variable aussi,
ce qui a été pas mal fait en particulier pour les litières forestières et un peu pour les litières de prairie. Donc on va pouvoir mesurer la rapidité de décomposition, soit de ces monocultures, donc une seule espèce, soit de différents mélanges. Donc en moyenne, on observe une décomposition 35% plus rapide pour les litières forestières mélangées, cet effet étant d'autant plus marqué dans les systèmes les plus froids, des plus froids aux plus chauds. Cet effet est de l'ordre d'un peu moins de 20% pour les litières de prairie. Et le mécanisme, qui ne reste qu'une hypothèse à ce jour, concerne le transfert de nutriments entre litières de différentes espèces, donc une alimentation en fait, en particulier des cycles microbiens, par la perte de nutriments des espèces qui se dégradent le plus vite, favorisant la décomposition des espèces qui se dégradent moins vite. Je souligne que ces effets sont encore relativement mal compris, ne sont pas toujours avérés, et que ceci reste encore à confirmer et démontrer selon notamment les caractéristiques particulières des différents types de litières qui sont mélangées. Lors de la synthèse réalisée par Maury et ses collaborateurs en 2020, ils ont comparé aussi cet effet d'augmentation de la décomposition de litières mélangées à ce qu'on pourrait attendre sous les effets du réchauffement climatique. Ils ont montré que c'était comparable à une augmentation de décomposition qui serait sous l'effet du réchauffement climatique. Donc d'un certain côté, on aura une amplification de la décomposition par le réchauffement climatique, et si on perd des espèces, on aura un ralentissement de la décomposition. Quand on s'intéresse au carbone du sol, donc ici à nouveau par une synthèse à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que les effets donc de la manipulation de la diversité des espèces végétales sur ce sol sont beaucoup plus modestes, de l'ordre de 5 à 8%, alors que les effets donc sur le contenu, la concentration en carbone organique du sol et ses stocks, donc la quantité totale qu'on en a, sans effet significatif sur le carbone qu'on va trouver dans les micro-organismes du sol. Néanmoins, vu les surfaces concernées à l'échelle mondiale, en particulier par les forêts, et aussi les quantités totales de carbone concernées, ces chercheurs estimaient que convertir 50% de la surface forestière mondiale en monoculture, donc perdre la diversité des forêts, correspondrait à une émission équivalente à 30% des émissions annuelles de sources fossiles pendant 20 ans. Donc vous voyez que c'est quand même considérable, même si le chiffre lui-même semble relativement modeste. Donc jusque-là, on parlait d'effets de la diversité végétale sur les composantes du cycle du carbone et des nutriments. Concernant la diversité du sol, donc cette nombreuse faune, microfaune, microflore, qui participe de manière intriquée et complexe à tous les processus de recyclage du carbone et des nutriments dans le sol, différentes expérimentations ont permis de montrer qu'il n'y avait pas d'effet sur la production de biomasse végétale. En revanche, une contribution importante, donc de l'ordre de quasiment 20%, à la décomposition des litières, une contribution relativement modeste à la biomasse microbienne, et surtout une forte contribution, donc plus on a une forte diversité du sol, plus on a de respiration du sol, donc des composantes non plantes du sol, la respiration hétérotrophique. Et en particulier, donc, quand on va isoler les effets de la diversité microbienne, on peut avoir une augmentation de 41% de la respiration du sol lorsqu'on augmente la diversité microbienne. Donc, recherchons à nouveau les mécanismes derrière ces chiffres. Au niveau du sol, les effets de complémentarité sont particulièrement fréquents, avec, comme je le soulignais déjà, des complémentarités entre groupes d'organismes ayant des ressources et des niches différentes, mais aussi même au sein d'un même groupe, par exemple ici les vers de terre, ou pour la décomposition des litières. Bien entendu, ce qui compte en premier, c'est la densité de vers de terre, donc le fameux effet de masse.
Et il faut avoir les 3 groupes fonctionnels, donc épigés, endogés et anéciques, les 3 groupes classiques, groupes fonctionnels de vers de terre, pour avoir le maximum de décomposition du litière. On a aussi un effet d'identité, où les vers anéciques permettent une décomposition de la litière significativement plus élevée que les vers épigés, alors que les endogés n'avaient pas de différence significative, d'effet significatif mesuré. Concernant la séquestration de carbone organique du sol, ce que montre la synthèse des données, c'est qu'il faut au moins 2 des groupes fonctionnels pour avoir un effet de la diversité sur ce processus. Enfin, concernant la diversité microbienne, bien entendu la plus difficile à appréhender, comme je le soulignais en introduisant différents types de mécanismes, les premières observations qui consistaient à diluer des communautés microbiennes pour en réduire la diversité par effet d'échantillonnage et à faire ce qu'on appelle un profilage métabolique ou physiologique. Donc on donne différents types de substrats à consommer à ces communautés microbiennes plus ou moins diluées, concluaient à une redondance fonctionnelle donc pour ces activités enzymatiques standards. Autrement dit, jusqu'à un certain point, on peut réduire la diversité puisque pour une fonction donnée, différentes espèces ou différentes souches vont avoir les mêmes fonctions. Ce qui était un petit peu le paradigme, le dogme jusqu'à il y a certaines années, commence à être largement remis en question, avec en particulier la disponibilité de nouvelles méthodologies pour mesurer ces effets, et où, en particulier, on a pu mettre en évidence des effets négatifs de la perte de diversité microbienne sur la décomposition de la litière et de la matière organique du sol, effets qui augmentent donc, avec la disponibilité de nutriments, donc autrement dit, lorsqu'on va être sur des sols agricoles fertilisés. On ne remet pas juste en cause la direction des effets, enfin leur présence même, mais surtout leur mécanisme, avec la disponibilité de méthodes aujourd'hui plus avancées, notamment pour pouvoir examiner les séquences de l'ARN, donc des bactéries qui sont présentes dans les sols ou dans leurs solutions, et aussi des façons de mesurer leurs fonctions au laboratoire. Et par exemple, une étude ici montrant effectivement une complémentarité, une redondance fonctionnelle pour la dénitrification. Et lorsqu'on contrôle pour la méthode initiale de profilage métabolomique, on n'avait pas d'effet, mais lorsqu'on regarde les fonctions de fait au laboratoire, on peut mettre en évidence un effet de la diversité fonctionnelle et en particulier une complémentarité. Donc, ceci sont des recherches qui sont en plein essor aujourd'hui, à la fois par une meilleure compréhension des processus fonctionnels au niveau microbien et aussi par la disponibilité de nouvelles approches pour mettre en évidence ces effets au laboratoire. Donc, si je résume les différents types d'effets et leur amplitude qui ont pu être mis en évidence par les synthèses mondiales concernant différentes étapes des cycles du carbone et du nutriment, la diversité des plantes affecte principalement la production de biomasse végétale et aussi la décomposition des litières, a moins d'effet sur les compartiments du sol, et la diversité du sol a au contraire des effets qui sont plus importants pour tout ce qui va concerner les processus de décomposition, mais surtout de respiration hétérotrophique. Donc relativement logiquement, les effets les plus marqués de la diversité végétale vont concerner ce qui va être le plus près de la surface, alors que plus on va rentrer dans les sols et plus on va rentrer dans des fonctions multitrophiques des sols, plus on va avoir un effet de la diversité des sols. Donc jusqu'ici, je me suis intéressée à des mesures de processus, à leurs différents mécanismes de complémentarité fonctionnelle, d'identité, de masse, sans chercher à en comprendre
ce qui se passait vraiment au niveau des interactions biotiques et en particulier des chaînes trophiques. Les expérimentations les plus avancées, en particulier celle de l'expérimentation, celle à Jena en Allemagne, ont pu commencer à s'intéresser à tout le réseau d'interactions qu'on va avoir autour des plantes de façon aérienne avec leurs herbivores, leurs prédateurs, et de façon souterraine sous les effets de l'augmentation de la diversité végétale. Donc à Jena, les très nombreux chercheurs qui ont pu y travailler ont quantifié les effets de la diversité donc des plantes, la richesse, le nombre de plantes semées, à la fois sur les chaînes trophiques aériennes et souterraines, s'intéressant à la fois à l'abondance de différents groupes, donc au niveau aérien et souterrain, et leur richesse. Vous remarquerez qu'on retrouve ici encore cette réponse de forme logarithmique, donc une augmentation rapide à faible nombre d'espèces et un plateau plus ou moins marqué lorsqu'on augmente le nombre d'espèces donc végétales semées. Je remarque aussi les courbes négatives pour ce qu'ils appellent les envahisseurs. En fait, ce sont les espèces qui repoussent spontanément dans les communautés qui sont plantées. Donc, si vous faites du jardinage, en gros, c'est le désherbage qui est nécessaire pour cette expérimentation que font patiemment des groupes d'étudiants chaque année dans cette expérimentation. Et donc qui diminuent, eux, avec la richesse d'espèces semées. Donc allons un petit peu dans le détail. Une des fonctions qui intéresse beaucoup à la fois le public et les chercheurs concernant le compartiment aérien, c'est la pollinisation. Et dans l'expérimentation de Jena, il a été montré que la diversité de plantes semées et aussi la densité de fleurs qui est corrélée favorise la diversité des pollinisateurs et la fréquence de leurs visites. Ils ont pu montrer que c'était un effet d'abord de masse, en gros, plus il y a de fleurs, plus il y a de pollinisateurs, et que c'était aussi un effet d'espèces particulièrement attractives. Donc il y a des espèces, en particulier des légumineuses, certaines astéracées, qui sont particulièrement affectionnées des pollinisateurs pour leurs ressources, et dont la présence en mélange va augmenter donc la densité, le nombre d'espèces de pollinisateurs et leur activité. Ce qui était intéressant aussi, puisque ces observations ont lieu sur un certain nombre d'années, c'est que la variabilité des visites entre années et au cours de la saison diminuait en fonction aussi du nombre d'espèces de plantes et de la densité de fleurs. Autrement dit, on a une pollinisation qui est plus assurée, plus sûre, lorsqu'on a des communautés plus diversifiées et plus riches en fleurs. La variabilité diminue. Donc une façon d'assurer plus de pollinisation, c'est d'avoir plus d'espèces, et en particulier des espèces attractives. Les chercheurs d'Jena ont donc pu identifier les effets sur chacun des groupes trophiques, donc ces différentes courbes de réponse logarithmiques, mais aussi sur les interactions entre elles, montrant que la diversité structurelle et fonctionnelle des plantes augmentait l'abondance de différents types d'herbivores, et aussi d'ailleurs leur richesse spécifique, mais que c'est en particulier l'abondance des herbivores qui, à son tour, favorisait la diversité spécifique des niveaux trophiques supérieurs, qu'il s'agisse des prédateurs ou des parasitoïdes. L'analyse des données qui a été conduite concernait les parcelles donc de prairies de Jena, mais aussi une expérimentation parallèle en forêt, donc avec 560 parcelles avec 1 à 24 espèces d'arbres en Chine, montrant exactement le même type de réponse. Donc c'est valable pour les prairies qui sont le plus souvent expérimentées, le plus facile, mais aussi en forêt. Ce que montrent ces observations à Jena et ailleurs, c'est qu'en fait, si on s'intéresse à des groupes trophiques qui sont de plus en plus éloignés des plantes, eh bien, on a un aplatissement de la courbe de réponse jusqu'à être non significatif, des herbivores donc, qui consomment directement les plantes, aux carnivores qui consomment ces herbivores et, in fine, aux omnivores. Donc ces effets, cette décroissance des effets à mesure qu'on s'éloigne dans la chaîne trophique des plantes, ils sont vrais
donc pour les groupes aériens, les chaînes trophiques aériennes, mais aussi pour les chaînes trophiques souterraines, avec en fait une décroissance des effets des plantes très marquée lorsqu'on va aller plus loin dans les chaînes trophiques, qui sont aussi souvent très complexes dans les sols. J'aimerais ici à nouveau souligner le cas des espèces exotiques envahissantes. Donc j'ai passé beaucoup de temps à parler d'effets positifs de différentes composantes de la biodiversité pour des fonctions de l'écosystème. Dans le cas des espèces exotiques envahissantes, toutes n'ont pas des effets sur les écosystèmes. En fait, la majorité n'ont pas d'effets sur les écosystèmes. Mais 3500 d'entre elles, à l'échelle mondiale, ont des effets négatifs. Donc plus d'espèces, ce n'est pas toujours mieux. D'ailleurs, il en coûte 423 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, selon l'évaluation de l'IPBES. Ces effets peuvent être de différents ordres. On peut avoir des transformations complètes d'écosystèmes lorsque, par exemple, une plante aérienne, mais ça peut être aussi donc, aquatique, certaines algues, vont complètement étouffer un écosystème et en changer les fonctions. Des effets importants en interaction avec les espèces natives, donc de la compétition, de la prédation, de l'herbivorie, donc qui va réduire la biomasse des espèces natives, allant jusqu'à parfois des extinctions locales d'espèces rares, mais aussi d'espèces communes. Et puis, dans les espèces, des 3500 espèces qui ont des effets significatifs, ce sont très souvent des effets d'identité. Donc, par exemple, des légumineuses, en particulier des arbres, donc, de la famille des légumineuses, qui, par leur fixation de l'azote dans les sols, en transforment complètement le fonctionnement et toute la communauté donc, aérienne et souterraine. Les effets de la colonisation des prairies et des savanes par les espèces ligneuses, donc ici à nouveau avec un changement radical, puisque l'introduction de lignine dans un écosystème signifie un ralentissement très marqué de son fonctionnement biogéochimique. Les espèces à enracinement profond qui vont aller chercher des ressources qui n'étaient pas accessibles aux espèces natives, et de façon générale des effets qui peuvent être très importants sur le cycle de l'eau, d'accaparement de l'eau par ces espèces exotiques envahissantes. Donc jusqu'à maintenant, j'ai parlé de fonctions relativement instantanées, d'effets au travers des chaînes trophiques. Une autre question importante qui se pose, c'est ce qu'on va appeler une question d'assurance. Si jamais on peut remplacer les effets de la diversité, si on est indifférent au fait de mettre par exemple des fertilisants en agriculture, si on peut remplacer la diversité par plus par exemple d'azote et de phosphore, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices? Et en particulier, une question importante, c'est est-ce que les écosystèmes qui sont plus diversifiés sont plus stables, en particulier dans un contexte où déjà aujourd'hui et certainement à l'avenir, on a une augmentation des événements extrêmes climatiques, les sécheresses, les inondations ou par exemple les incendies provoqués par des événements à la fois secs et très chauds. Donc en analysant les expérimentations de manipulation de la biodiversité, et en particulier la densité d'espèces qui colonisent spontanément, on a pu quantifier les bénéfices de la richesse spécifique pour réduire la colonisation. Alors il y a des effets qui sont directs, y compris par la présence d'espèces qui par exemple, produisent des composés plus ou moins favorables aux autres, voire même toxiques, ce qu'on appelle l'allélopathie. Mais souvent un effet via la production de biomasse, puisque la richesse spécifique augmente la biomasse. Ça augmente la compétition pour ces espèces non souhaitées, et donc réduit ainsi la colonisation. Ces effets de réduction de la colonisation spontanée par la richesse spécifique, ils sont amplifiés par différents facteurs qui vont augmenter la production de biomasse, donc la fertilisation ou la déposition atmosphérique d'azote, l'augmentation de la température, aussi la fertilisation par le dioxyde de carbone atmosphérique, et réduit par tout ce qui va réduire la production de biomasse, comme en particulier les sécheresses,
ou réduire la compétition, par exemple les événements qui vont en fait supprimer une partie de la biomasse, le pâturage, les incendies. Donc, nous avons ici commencé à parler de stabilité du fonctionnement des écosystèmes. Quand on s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes, on distingue habituellement, pour ne pas confondre différents types de processus, 3 phases dans la stabilité d'un écosystème. Ce qu'on va appeler la stabilité de façon un petit peu trop générale, puisque la stabilité c'est l'ensemble, ce qu'on préfère appeler scientifiquement la constance, autrement dit le maintien des fonctions en réponse à la variabilité de l'environnement. La résistance à une perturbation, donc combien le fonctionnement de l'écosystème ou sa composition va dévier sous l'effet d'une perturbation, donc par exemple un événement climatique extrême, et sa capacité à retrouver son état initial, donc la résilience. Donc déjà, les premières expérimentations de mélange d'espèces montraient un effet positif du nombre d'espèces semées donc dans une communauté assemblée sur la constance et la réduction de la variabilité de la production et sur la résistance à des événements extrêmes, et des effets moins probants concernant la résilience, donc des effets quasiment pas significatifs pour des événements, pour des événements secs extrêmes, voire même un effet négatif quand on avait des événements de pluviométrie extrême, donc humides extrêmes. Donc c'est très bien de pouvoir avoir à nouveau ces courbes de réponse, mais ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les mécanismes qui sont derrière ces effets, qui sont de 3 types. Donc le premier, c'est pour avoir un fonctionnement qui est stable. Eh bien, la première chose importante, c'est d'avoir une composition des communautés qui est stable. En fait, c'est la façon la plus facile d'avoir un fonctionnement qui est stable. Et ce que montre ici à nouveau le suivi de l'expérimentation de Jena sur plus de 15 ans, c'est que en fait, l'abondance des espèces dominantes est stable en année, et quelle que soit la diversité des espèces semées, alors que les espèces les moins abondantes ont des tailles de population qui sont plus variables. Donc, autrement dit, si ce sont les espèces dominantes qui font le fonctionnement de l'écosystème, alors on assure déjà une stabilité de ce fonctionnement. Mécanisme particulièrement intéressant, en particulier concernant la gestion d'écosystèmes, c'est ce qu'on va appeler la complémentarité temporelle ou l'asynchronie, donc l'inverse d'être synchrone, ou encore compensation temporelle, ou très simplement, par exemple, dans une prairie prise en photo ici, si certaines années sont plus favorables à certaines espèces qu'à d'autres, mais les types d'années alternent, en fait, on va avoir un fonctionnement qui va être sécurisé sur l'ensemble des années par le fait que ce sont différentes espèces qui vont être abondantes différentes années, ou par exemple produire le plus de biomasse différentes années. Ce type de mécanisme, il est généralisable à des expérimentations qui manipulent différents types de changements environnementaux, par exemple en réchauffant des écosystèmes, en les fertilisant, en les soumettant à des sécheresses, et qui montrent que plus on a de variabilité de l'environnement, plus on a de changements, plus il faut d'espèces pour assurer le fonctionnement de l'écosystème. Cette complémentarité temporelle, elle est mise en évidence pour les espèces, mais c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important dans les écosystèmes naturels et dans les écosystèmes cultivés, où c'est aussi la diversité génétique qui va être particulièrement importante pour assurer la complémentarité temporelle et donc la stabilité du fonctionnement au cours du temps. Alors, je vous ai parlé de différents types de métaphores jusqu'ici. Ici, on parle de métaphores de portefeuille d'actifs ou ou la notion d'option, où en fait, avoir différentes espèces, c'est comme avoir différentes options. Et puis, si on s'intéresse à la bourse, c'est un portefeuille d'actifs. Le dernier mécanisme, lui aussi avec sa métaphore, la métaphore de l'assurance, c'est celui de la redondance fonctionnelle, où si on a en fait entre les espèces qui sont moins abondantes, qui sont donc en instantané moins importantes pour le fonctionnement des écosystèmes,
des caractéristiques fonctionnelles qui sont similaires à celles des dominantes, eh bien, en fait, on peut avoir des substitutions, soit lors de la variabilité interannuelle, par exemple, ça a été montré la première fois pour des événements de sécheresse en milieu aride, soit carrément lorsqu'on a une recomposition de l'écosystème après des perturbations, donc un remplacement par des espèces qui sont similaires, et donc ça assure le maintien de la fonction par substitution. Enfin, ce que montrent les expérimentations qui ont eu lieu maintenant, certaines sur plus de 20 ans, c'est qu'on a un effet net de la diversité des espèces semées qui augmente avec le temps, avec une augmentation du mécanisme, donc des processus de complémentarité, et un affaiblissement des mécanismes de sélection. Donc plus on avance dans le temps, plus on a une consolidation de ces mécanismes de complémentarité dans l'écosystème. Plus spécifiquement, donc sur les expérimentations à long terme, on a montré donc un renforcement des effets de la biodiversité et de la complémentarité avec le temps qui pouvaient être mis en relation avec la baisse de performance des mélanges à faible diversité et une hausse de performance des mélanges à forte diversité. Donc ça montre déjà l'intérêt sur le long terme d'avoir des mélanges à forte diversité. Et ça a pu être mis en relation avec différentes caractéristiques donc des couverts végétaux et de leur sol. Donc plus les années passent, plus en particulier les mélanges à forte diversité, donc dont le fonctionnement est le plus productif et le meilleur pour le sol, va être lié à une densification des couverts, à une accélération des recyclages du carbone et des nutriments, donc des cycles biogéochimiques qui vont fonctionner à plus forte intensité, une accumulation d'azote dans les tissus et qui dépasse l'effet des légumineuses, aussi une accumulation de carbone organique dans le sol, ce qui fait qu'on a aussi une végétation qui va être plus résistante et plus résiliente à la sécheresse, puisque plus de carbone organique, plus de matière organique dans le sol, ce sont des sols qui retiennent plus l'eau, et aussi un renforcement des interactions biotiques aériennes et souterraines. Donc, je vous ai donné aujourd'hui un bref aperçu des multiples fonctions qui sont sous l'influence de la biodiversité en général, et en particulier sur les écosystèmes terrestres, de la diversité végétale et de la diversité des sols, au travers de multiples mécanismes et de multiples processus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité, particulièrement intéressant sur le fait qu'on peut avoir de façon simultanée de multiples fonctions qui sont remplies par des écosystèmes plus diversifiés en termes de plantes et de sols. Donc ça, c'est démontré aussi de façon quantitative, où par exemple, quand on va quantifier le nombre de fonctions qui sont assurées au-delà d'un certain seuil dans un écosystème, donc c'est une façon de mesurer la multifonctionnalité, plus on va avoir une exigence sur le nombre de fonctions, plus en fait on aura besoin d'espèces complémentaires pour assurer ces fonctions. Donc ça nous dit que lorsqu'on veut avoir des écosystèmes qui sont non seulement stables, mais qui remplissent aussi de nombreuses fonctions, eh bien, on a intérêt à avoir des espèces plus nombreuses et surtout des espèces qui sont fonctionnellement différentes. Donc, concernant la stabilité du fonctionnement des écosystèmes, si l'on veut résumer ce qu'on vient de voir brièvement, donc, différentes espèces, mais aussi différents génotypes et différents groupes fonctionnels, assurent le fonctionnement de l'écosystème selon le contexte environnemental, selon les années et les saisons. Ils contribuent à différentes fonctions et, in fine, ils assurent la stabilité des écosystèmes et la multifonctionnalité. Revenons un petit peu plus aux mécanismes maintenant, et ceci sera simplement un aperçu des éléments que je couvrirai dans le cours suivant. Concernant en particulier les effets donc de sélection d'identité et de complémentarité, en fait, il n'y a pas forcément un effet magique des espèces par leur présence ou de génotype. Ce qu'il y a derrière, ce sont leurs caractéristiques, ce qu'on appelle les traits fonctionnels. Donc, par exemple, quelle est leur morphologie, quel type de feuilles ils ont, quel type de système racinaire ils ont, quelle chimie ils ont.
Et donc, très tôt, en fait, dès le début des années 2000, Michel Leroux et ses collaborateurs avaient déjà soupçonné que ce n'était pas un effet magique de la richesse des espèces, mais bien un effet des traits, donc les traits fonctionnels des espèces qui sont présentes et mélangées dans différents écosystèmes. Donc avec Sandra Diaz, chercheuse argentine, nous avons pu formaliser ces effets sous l'idée de diversité fonctionnelle, où selon en fait, les valeurs de traits fonctionnels qui sont présentes dans un écosystème, on va avoir par exemple des effets de valeurs de traits particuliers, par exemple la fixation d'azote, bien entendu, c'est le plus commun. On peut avoir par exemple aussi la production de certains composés qui vont donner des effets d'identité, d'idiosyncrasie. Des effets de masse par en fait, la moyenne de ce qu'on va trouver dans l'écosystème, ou des effets de complémentarité lorsqu'on a une dispersion des valeurs de traits dans l'écosystème. Alors, est-ce qu'on peut trouver ce type d'effet dans les expérimentations, en particulier les expérimentations contrôlées de mélange d'espèces ? Donc, Fons van der Plas, il y a quelques années, a cherché à regarder si dans ces expérimentations contrôlées, on pouvait distinguer ces effets. Et ce qu'il a montré, c'est que, donc avec les figurés en pointillés sur ce graphique, moins de la moitié des études avec, donc de ces dispositifs expérimentaux permettent vraiment de séparer les effets de la composition, donc quelles espèces sont là, des effets de la diversité fonctionnelle. Donc c'est un petit peu décevant, mais ça en laisse quand même un corpus qui est relativement intéressant. Ça souligne aussi une faiblesse, c'est un petit peu un péché original, puisqu'au début, les chercheurs sont vraiment partis sur des manipulations du nombre d'espèces sans s'intéresser à leurs caractéristiques fonctionnelles. Ce que montre l'analyse de Fons van der Plas, néanmoins, c'est que ce n'est pas juste la diversité spécifique, en effet, qui est responsable des effets de la diversité sur le fonctionnement des écosystèmes, mais que dans la majorité des expérimentations, donc les 50% d'expérimentations qui étaient analysables, les effets de la composition fonctionnelle, mais aussi des facteurs abiotiques du milieu, donc par exemple en particulier les différents paramètres des sols, excèdent ceux de la diversité taxinomique. Et ça, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les cycles biogéochimiques. Dans certaines expérimentations, il a été possible d'analyser explicitement les traits fonctionnels des plantes responsables des effets de la biodiversité, montrant qu'il existe en effet des effets de masse, des effets en particulier d'espèces qui sont de forte taille, qui ont un métabolisme de l'azote rapide et des racines profondes, donc qui vont facilement à la fois accaparer les ressources, mais aussi dominer la biomasse d'un écosystème. Un effet de la complémentarité avec les légumineuses, y compris via les effets positifs de la présence de légumineuses sur la teneur en azote des feuilles des autres plantes et aussi la diversité à l'intérieur de la communauté. Et puis des effets de sélection, des effets d'identité. Et à Iéna, ils ont une espèce particulière, une graminée particulière, dont ils peuvent en fait utiliser l'abondance pour expliquer la production et les autres fonctions de leur mélange. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que tous ces effets, même s'ils peuvent être liés à certains groupes à certaines espèces et groupes d'espèces particuliers, se font, dans leur cas, via l'augmentation de l'accumulation du carbone dans le sol, donc sur une expérimentation qui dure suffisamment longtemps pour pouvoir le démontrer. Aujourd'hui, on devient beaucoup plus ambitieux, puisqu'il ne s'agit plus juste de pouvoir mesurer les effets de la diversité sur le fonctionnement d'écosystèmes locaux, même si c'est très important pour l'agriculture et aussi la foresterie, par exemple. Mais certains modélisateurs vont jusqu'à produire des extrapolations à l'échelle mondiale. Par exemple, cette étude qui, à partir de projections d'extinction d'espèces selon différents scénarios climatiques en particulier, donc avec en zone plus foncée là où il y a le plus, où on attend le plus de pertes d'espèces, utiliser les courbes de réponse des fonctions, donc par exemple la production de biomasse et la séquestration de carbone
au nombre d'espèces pour produire donc à droite une projection des effets attendus, par exemple en termes de perte de carbone. Donc vous voyez que donc sous l'effet, ce qu'on va appeler l'effet indirect du climat, donc l'effet du climat via la perte d'espèces, on va avoir des pertes de carbone qui sont très importantes, en particulier sous les tropiques, mais aussi vous remarquerez les couleurs relativement foncées dans les écosystèmes plus septentrionaux, en particulier tout ce qui va être les taïgas et aussi les différentes chaînes de montagnes à travers le monde. Enfin, à des échelles intermédiaires, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux effets des changements environnementaux sur le fonctionnement des écosystèmes via la modification de la biodiversité et des interactions biotiques, conjugués aux effets de la fragmentation des paysages, y compris via les effets de la configuration spatiale des paysages, donc est-ce que les espèces peuvent y circuler ou non sur la biodiversité ou directement sur le fonctionnement. Ça, ce sont aussi des recherches en cours. Donc, pour résumer, depuis les premières expérimentations, en fait, les premières questions qu'on se posait pour savoir si on avait une réponse linéaire ou non au nombre d'espèces dans un écosystème de différentes fonctions, les connaissances se sont enrichies et complexifiées, mettant en relation la diversité des différents compartiments, les plantes, bien sûr, la diversité microbienne des sols, et aussi d'ailleurs dans d'autres compartiments, la diversité des animaux sur de nombreuses fonctions. Ce qu'on peut en retenir, c'est que la biodiversité modifie de nombreuses fonctions des écosystèmes. Malheureusement, les données dont on dispose aujourd'hui qui permettent de conclure correspondent souvent à des communautés qui sont simplifiées et ont été en fait vraiment pensées au niveau espèce, même si on peut ensuite faire d'autres analyses, par exemple sur les effets des groupes fonctionnels ou des traits fonctionnels, ou dans certains cas de diversité génétique. Elle montre qu'il y a de multiples mécanismes qui sont en interaction, qu'il n'est pas toujours facile de les séparer, mais souligne néanmoins le rôle de la diversité fonctionnelle et aussi, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, de la diversité génétique. Ce qu'on peut dire, c'est que plus c'est complexe, donc plus on s'intéresse à des durées longues, plus on a de facteurs de l'environnement qui varient, plus on s'intéresse à de nombreuses fonctions, plus le rôle de la biodiversité est important. Et ça, ce sont tous des éléments qu'on va pouvoir prendre en main pour gérer les écosystèmes, par exemple forestiers et agricoles. Donc si je simplifie à l'extrême les différents résultats que je vous ai montrés aujourd'hui, beaucoup de fonctions des écosystèmes ont des relations de type logarithmique, donc avec une augmentation rapide pour de faibles nombres d'espèces ou de groupes fonctionnels ou de génotypes de ces fonctions, suivies donc d'un certain nivellement, d'un plateau. Donc ça peut être un vrai plateau ou ça peut continuer à augmenter lentement. Donc avec une importance en fait à ce moment-là de la diversité pour la stabilité du fonctionnement et la multifonctionnalité. Les mécanismes en cause sont différents selon qu'on est sur des communautés avec peu ou beaucoup d'espèces. Donc initialement quand même des effets importants de sélection, donc en fait d'échantillonnage, qui est là à quel moment, en particulier de groupes comme les légumineuses, mais aussi déjà des complémentarités. Alors que plus on va dans des écosystèmes qui sont diversifiés, plus on aura de phénomènes de redondance et de complémentarité. Donc, comme vous l'avez sans doute aperçu, on est encore en pleine recherche sur les mécanismes. La compréhension se complexifie, le nombre de compartiments et de dimensions prises en compte augmente sans cesse. Et donc, c'est un champ de recherche qui est particulièrement actif et particulièrement important lorsqu'on se préoccupe de la perte de biodiversité à l'échelle mondiale, mais à l'échelle locale, par exemple dans les paysages qui nous entourent. Les communautés de recherche sont à l'œuvre et nous espérons pouvoir, par la suite, continuer d'informer la conservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes. Je vous remercie pour votre attention.